l'agence de l'ONU en charge des réfugiés en lutte contre l'apatridie. Elle se donne 10 ans pour éradiquer ce fléau qui touche quelques 10 millions de personnes dans le monde. Bientôt un vaccin contre la fièvre Ebola. Les premiers tests ont démarré mardi en Suisse. La région Afrique de l'OMS sera pour la première fois dirigée par une femme. Le docteur Rebecca Moeti du Botswana a été élu à la 64e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Sika TV pour la session d'information. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Avant le développement des titres que vous venez d'entendre, nous allons nous rendre au Burkina Faso. 5 jours après la chute du président Blaise Compaoré, les parties prenantes de la crise dans ce pays ont convenu d'une transition d'1 an jusqu'à des élections en novembre 2015, sans toutefois s'accorder sur le nom du chef de cette transition. Partis politiques, sociétés civiles, dirigeants religieux et traditionnels, ainsi que forces armées se sont accordés sur un gouvernement de transition pour une période d'1 an et l'organisation d'élections présidentielles et législatives d'ici novembre 2015, selon le communiqué final lu à l'issue d'une journée de tractation menée à Ouagadougou, la capitale, sous l'égide des présidents ghanéens, sénégalais et nigérians. Les partis qui se sont entendus sur le rétablissement de la Constitution veulent également qu'une éminente personnalité civile soit nommée pour présider cette transition, d'après donc le communiqué dont nous vous proposons ici un extrait. Il est présenté par Kadri Désiré Ouedraogo, le président de la commission de la CEDEAO. Les chefs d'État et de gouvernement ont pris note des opinions exprimées par toutes les parties prenantes qui ont marqué leur accord sur la nécessité de, premièrement, la levée immédiate de la suspension de la Constitution permettant au Conseil constitutionnel de déclarer la vacance du pouvoir et annoncer les processus de la mise en place d'un gouvernement de transition. Deuxièmement, la nomination urgente par consensus d'une éminente personnalité civile pour présider la transition. Troisièmement, la formation d'un gouvernement de transition pour une période d'1 an. Quatrièmement, l'organisation d'élections présidentielles et législatives d'ici novembre 2015. Éclat de voix, crise de nerfs, l'avenir du Burkina Faso s'est discuté hier dans un climat plutôt tendu dans un hôtel de luxe de la capitale Ouagadougou. Des membres de la société civile ont quitté la salle où des négociations ont eu lieu en présence des chefs d'État nigérians, sénégalais et ghanéens. À l'intérieur de la salle, vous avez les anciens dignitaires du régime, ceux-là qui ont entre les mains nos militants fraîchement tués, qui ne sont pas encore enterrés, avec des dizaines et des dizaines de blessés, et qui sont venus s'asseoir sans aucun préalable. Nous trouvons cela vraiment comme étant une insulte à l'intelligence de notre peuple. Voilà pourquoi nous nous sommes retirés. Il faut avoir de la mesure. Il faut respecter nos morts. Nos morts qui ne sont même pas encore enterrés. Il faut les respecter et respecter leur mémoire. Les bourreaux d'hier ne peuvent pas venir s'asseoir à la même table que les victimes. Pourquoi ils nous surprennent? Ils savent que nos plaies ne sont pas guéries. Pourquoi on nous met sur la même table? Ça ne marche pas. Il faut qu'ils attendent. Nos morts soient enterrés, qu'on finisse de pleurer. Nos enfants de 15 ans, nos petits frères sont à la morgue. Ils ont tiré des balles réelles sur eux. On ne peut pas s'asseoir avec des assassins sur la même table que nous à partir du moment où nos morts ne sont même pas encore enterrés. On n'est pas d'accord avec eux. C'est tout. C'est tout. On est tous des Bougarbés d'accord. Mais on ne veut pas s'asseoir sur la même table avec des gens qui ont tué nos enfants. On n'est pas d'accord.
Toujours en ce qui concerne la crise au Burkina Faso, nous apprenons que la veuve de Thomas Sankara annonce son retour dans le pays dans les jours à venir. Rendons-nous maintenant en Afrique du Sud. La commission d'enquête sur le massacre de Marikana, pire fusillade policière depuis la fin de l'apartheid, a entamé hier mercredi ses dernières audiences. Les avocats accusent la hiérarchie policière, mais aussi des interférences politiques. Les faits remontent au 16 août 2012. 34 mineurs en grève illégale à la mine de platine de Lomine avaient été abattus par la police de Marikana, près de Rustenburg, dans le nord du pays, et plus de 70 avaient été blessés. Selon Geoff Badlender, l'un des avocats de la commission, l'opération a été le résultat d'une planification négligente ou mauvaise, et la police sud-africaine est responsable, même si les tireurs ont tiré en toute légalité. Lui et ses collègues ont assisté depuis 2 ans aux 293 jours d'audition avec un rôle similaire à celui de l'accusation dans un tribunal normal. Après cette phase, la parole sera donnée aux parties mises en cause, la police, le syndicat et l'entreprise de Lonmin. La police a agi pour des motifs politiques inappropriés en décidant de réprimer les grévistes, notamment après un coup de fil de Cyril Ramaphosa, aujourd'hui vice-président de l'Afrique du Sud et à l'époque membre du conseil d'administration de Lonmin, a aussi pointé l'avocat Badlender. Les meneurs de la grève, même s'ils ne sont pas légalement responsables des meurtres, n'ont pas empêché les grévistes d'agir, a-t-il cependant ajouté. Voir jour après jour des photos de corps mises en pièces par des fusils d'assaut a émoussé notre indignation face à ce qui est et doit être inacceptable dans une démocratie constitutionnelle, a souligné son collègue Matthew Charleston. Rappelons-nous de chaque victime morte à Marikana comme d'un être humain ayant une famille et une vie, a-t-il ajouté. La commission, présidée par un juge en retraite, doit achever ses travaux le 14 novembre prochain. Initialement prévues pour début 2013, les conclusions de cette enquête ne seront disponibles qu'à la fin du mois de mars 2015. 56 témoins ont été convoqués, dont certains des plus hauts responsables politiques du pays, parmi lesquels le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa. Pour l'instant, aucune sanction n'a été prononcée pour cette tuerie qui a rappelé au pays les pires heures du régime ségrégationniste de l'apartheid aboli en 1994. Environ 10 millions de personnes sont apatrides, c'est-à-dire sans nationalité dans le monde. C'est ce que révèle en tout cas l'Agence des Nations Unies en charge des réfugiés. C'était lors d'une conférence de presse tenue au Sénégal. Il s'agit d'un fléau créé par l'homme et que cette agence entend éradiquer en 10 ans. 10 ans pour éradiquer le statut d'apatride dans le monde. Un objectif plutôt ambitieux. Toutes les 10 minutes, un enfant apatride naît quelque part dans le monde. Les pays les plus concernés sont la Birmanie, la Thaïlande, la Lituanie, la République dominicaine et la Côte d'Ivoire. Tout le monde connaît le problème des réfugiés, des personnes déplacées, mais les apatrides, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc ces gens qui sont sans identité, qui n'ont pas de papier, souffrent énormément. Il y a un impact psychologique énorme. Ils sont freinés aussi dans leur vie de tous les jours pour pouvoir inscrire leurs enfants à l'école, pour pouvoir ouvrir un compte en banque. Pour mettre fin à cette situation, le HCR lance une campagne mondiale appelée « J'appartiens ». Une lettre ouverte initiée dans ce cadre a déjà recueilli la signature des célébrités telles que l'actrice Angelina Jolie, l'archevêque émérite Desmond Tutu et la cantatrice Barbara Hendricks. Cette lettre, elle est adressée à tout le monde, au grand public, aux médias, au gouvernement. On a 10 millions d'apatrides dans le monde, dont 750 000 en Afrique de l'Ouest. Le but avec cette lettre, c'est vraiment d'essayer de rassembler les signatures de 10 millions de personnes. 10 millions d'apatrides, 10 millions de signatures pour justement sensibiliser le grand public. En dehors de la sensibilisation, le HCR a identifié 2 priorités pour atteindre son objectif d'éradiquer l'apatridie d'ici 10 ans, notamment en Afrique. Il s'agit premièrement de s'assurer que tous les enfants nés sur un territoire obtiennent la nationalité de ce territoire et deuxièmement, s'assurer que toutes les mères en Afrique peuvent transmettre la nationalité à leurs enfants au même titre que les hommes. Une bonne nouvelle, les premiers tests d'un vaccin contre la fièvre Ebola ont commencé mardi en Suisse. Ces tests interviennent après l'autorisation des dirigeants de ce pays. D'autres essais pourraient être effectués
effectués les mois à venir en Afrique de l'Ouest. Un reportage. Les premiers tests d'un vaccin contre la fièvre Ebola devraient commencer cette semaine en Suisse, les autorités ayant donné leur quitus. Annonce faite mardi à Genève par l'Organisation mondiale de la santé. Le vaccin, qui est encore pour l'instant expérimental, sera testé sur environ 120 personnes cette semaine à l'hôpital de Lausanne, d'après l'OMS. En ce moment, nous avons 400 volontaires qui ont exprimé leur intérêt pour participer à cet essai. Sur ces 400, nous en gardons 120. Et parmi les 120, 50 iront potentiellement en Afrique de l'Ouest et 70 resteront ici en Suisse. Le vaccin de GSK est l'un de ceux qui sont ou vont être testés contre le virus Ebola. Les essais ont déjà commencé au Mali, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Ils devraient commencer prochainement en Suisse et en Allemagne. Et en décembre, dans les 3 pays africains les plus touchés par l'épidémie d'Ebola, le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone. Oui, s'ils ont besoin de gens, je suis très heureuse de le faire, juste pour être capable de sortir le vaccin plus rapidement. Je ne vais pas pouvoir faire la recherche moi-même, mais pour participer, je n'ai aucun problème à le faire. C'est tout à fait sûr. C'est sûr pour les volontaires. C'est aussi sûr pour les gens qui manipulent les échantillons biologiques. C'est la dernière étape pour parvenir à fournir le plus rapidement possible des vaccins sûrs et efficaces contre Ebola. Il n'y a pour l'instant aucun traitement ou vaccin homologué pour lutter contre le virus Ebola qui a fait près de 5000 morts depuis le début de l'épidémie actuelle en Afrique de l'Ouest. Les résultats de l'élection du directeur régional de l'OMS pour l'Afrique sont tombés mercredi. Le poste est revenu à la candidate du Botswana qui a obtenu 28 voix sur 46. C'est la première fois qu'une femme est élue à ce poste. Fin du suspense. Le challenge s'est tenu entre les représentants de la Côte d'Ivoire, du Mali, de la RDC, du Bénin et du Botswana. Et pour la direction régionale de l'OMS pour l'Afrique, le flambeau revient à la représentante du Botswana, Dr Matshidiso Rebecca Moeti. Résultat tombé suite à une dure journée d'audition et d'interview des candidats qui ont eu à défendre leur programme devant les délégués des États membres. Les candidats malheureux ne sont pas pour autant déçus puisque la priorité, c'est bien l'Afrique. Premièrement, féliciter notre consoeur du Botswana pour son élection brillante. Une femme à la tête de notre organisation sous-régionale, nous l'avons espéré, nous l'avons maintenant et nous allons tous travailler avec elle pour relever les défis majeurs de développement sanitaire de notre continent, parce que c'est l'Afrique qui compte. C'est une élection. Je tiens à féliciter la directrice élue, le docteur Moeti. La vie ne s'arrête pas à cela et je continuerai, comme par le passé, de mettre mes compétences au service de la population africaine. La nouvelle directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique choisit entre autres de faire du renforcement des systèmes sanitaires son cheval de bataille. Mon première priorité, c'est de vraiment travailler avec tous les États membres africains, tous les 47 pays avec qui nous travaillons dans cette région africaine. Deuxièmement, nous allons travailler étroitement avec eux pour améliorer le statut des systèmes de santé africains. Parce que c'est à travers de ce système que les gouvernements sont capables de libérer les services, soit de prévention, qui est très très important, mais aussi de services curatifs pour toutes les maladies dont souffre la population. Donc ça sera ça mon première priorité. Nous allons faire une forte plaidoyer pour que le secteur de santé en Afrique soit mieux financé par les États membres eux-mêmes, mais aussi par les partenaires internationaux. Ça, c'est la base de tout ce que les États membres ont essayé de faire. C'est donc la première fois qu'est élue à ce poste une femme. La nouvelle directrice ne prendra service qu'en février, après que le conseil de l'organisation a entériné en janvier 2015 les résultats de cette élection. C'est alors qu'elle pourra exercer sa fonction pour les 5 suivantes années. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Ce fut un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Très bonne journée à toutes et à tous en compagnie des programmes de Sika TV. Au revoir.